Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir choisi Zouk TV. Ce soir, nous recevons un des piliers de la nouvelle génération, Jean-Philippe Nilor. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Eddy Marajo et puis bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Alors, vous faites partie de cette nouvelle génération qui veut accéder au pouvoir suprême pour, bien évidemment, changer la donne, changer les choses, faire bouger les choses, les lignes, etc. Est-ce que vous êtes conscient de l'énormité du chantier qui vous attend? Absolument. C'est pourquoi nous avons pris tout le temps de la réflexion. Bien évidemment, vous parlez de nouvelle génération. C'est une génération qui est déjà quand même un petit peu rodée, parce que ça fait un moment que nous sommes engagés, investis dans la politique martiniquaise et nous sommes aussi des acteurs de cette société martiniquaise. Donc nous avons bien pris le temps de mesurer le poids des responsabilités qui pèsent sur nos épaules, oui, absolument. Bien évidemment. Alors, quand je dis nouvelle génération, je regarde juste les responsabilités suprêmes. Il s'agit bien de ça. Et quand je fais le bilan des hommes et des femmes qui ont, j'allais dire, exercé le pouvoir suprême, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, vous vous rendez compte, il y en a moins d'une dizaine. Sur les 50 dernières années, il y en a moins d'une dizaine. Ça veut dire en clair que ceux qui vont arriver là, sauf si les Martiniquais remettent ceux qui ont déjà exercé, parce que parmi les candidats, il y en a 2 qui ont déjà exercé le pouvoir suprême, il y aura des nouveaux, et dont la plupart ont moins de 60 ans. Donc, ce sont des nouvelles générations. On peut dire que c'est une nouvelle génération dans ce sens. Ce que vous indiquez, ça traduit bien la longévité exceptionnelle des hommes et des femmes politiques de notre pays. Alors, non seulement leur longévité, mais la récurrence de l'exercice du pouvoir, même de manière croisée, c'est quand même sidérant. Oui, c'est sidérant, mais c'est une caractéristique de notre pays. Aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une démarche qui consiste à tourner une page, à passer à autre chose. Est-ce que vous êtes favorable à des projets de loi qui sont pour l'instant dans les tiroirs, qui sont de temps en temps sortis, qui souhaitent mettre en place une espèce de plafond d'âge pour l'exercice du pouvoir dans un certain nombre de collectivités ou même sur un certain nombre de postes électifs? Est-ce que vous êtes favorable à limiter l'âge des candidats à l'avenir? Pas nécessairement. Très franchement, je pense que c'est au peuple de faire les choix. Au moment de l'élection, en fait. Au moment de l'élection. Ouais. Et si un candidat, quel que soit son âge, reçoit l'approbation majoritaire d'une population, ça ne me pose aucune difficulté. Donc, pourquoi systématiquement vouloir que la loi règle le problème en amont? Non, c'est la démocratie, c'est le peuple qui décide. Mais je pense que le peuple doit décider aussi en fonction du travail déjà accompli et de la capacité à projeter un territoire dans l'avenir. Et l'avenir, il frappe à nos portes tout de suite. Alors, il y a beaucoup de gens qui le découvrent. Il y a même des candidats qui ne sont pas au courant. Mais le mandat du prochain président de l'exécutif et du prochain président de l'Assemblée va durer 7 ans, à titre exceptionnel. Il va falloir du courage, de la tempérance et puis une solidité à toute épreuve. Est-ce que vous êtes prêt à tenir 7 ans? Est-ce que vous en doutez? Écoutez, vous êtes là pour nous le dire ce soir, parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Est-ce que Jean-Philippe sera capable de tenir 7 ans? Mais bien sûr, parce que c'est une équipe que je dirige.
Et cette équipe-là, à partir du moment où elle est cohérente, où elle est soudée, où les responsabilités sont partagées, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas tenir ces temps. Je veux dire, vous venez de dire que nous faisons partie de la nouvelle génération. La nouvelle génération, elle a plus de chances de tenir ces temps que les générations un peu plus anciennes. Faites attention, faites attention. Non, mais je fais toujours attention à ce que je dis. C'est quand même un pari sur l'avenir. Mais bien évidemment. Mais 55 ans, on peut prendre un pari sur l'avenir qu'il est plus difficile de tenir à des âges plus avancés, c'est clair. Très bien. Alors, on va laisser tomber les âges parce que ça ne porte pas forcément chance à ceux qui en parlent. Non, mais... moi, je fais un constat objectif. Vous m'avez parlé d'âge et de durée de mon mandat. Donc, ma remarque, elle ne vise personne en particulier. On va quand même balayer, avant d'entrer dans le vif du sujet, toute une série de mythes, d'a priori, de rumeurs, etc. On est bien d'accord, Jean-Philippe Nilor, que vous êtes candidat à la présidence de l'exécutif. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé en insistant pour que je vous pose la question, parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles vous seriez prêt à aller soit à l'exécutif, soit à l'Assemblée. Alors, les gens qui vous soutiennent souhaitent être rassurés. Je ne sais pas d'où vous tenez vos rumeurs, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'elles sont infondées. Je suis tête de liste. J'aurais pu, et je le dis très humblement et très sincèrement, j'aurais été tout aussi fier d'être membre d'une liste menée par Marcellin Nadeau. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a des rumeurs. Alors, la réponse à ma question, vous êtes candidat au poste de président de l'exécutif? Absolument. Bon, c'est évacué. Deuxième question, des gens s'interrogent sur le fait que vous puissiez ne pas choisir une tête de section. Alors, pour les gens qui nous écoutent, je rappelle que la Martinique est découpée en 4 sections. Le Nord, le Centre-Atlantique, du côté du Robert, du Lamentin, du François, du Gros-Morne et de Trinité, Fort-de-France et le Sud. Il y a des gens qui disent, Jean-Philippe, dans un souci d'apaisement, voire de valorisation, serait prêt à ne pas aller sur une tête de section. Alors que des gens vous attendent dans le Sud et souhaitent que vous soyez dans le Sud tête de section. Est-ce que vous pouvez nous rassurer, nous donner une réponse? Je ne sais pas si ma réponse vous rassurerait ou vous inquiéterait. Écoutez, pas moi à titre personnel, mais les gens qui nous écoutent. Non, rien n'est acté. Pour l'instant, les choses vont se faire dans les jours qui viennent. Donc, chacun va souffrir de patienter un tout petit peu. Le suspense continue. De patienter un tout petit peu. Mais nous ne cherchons pas à maintenir un suspense non plus qui n'aurait pas d'intérêt. Qui soit étouffant. Il n'y a pas de suspense étouffant. Non, il n'y a pas de suspense étouffant. J'ai dit et je le répète. Dans notre équipe, plusieurs personnalités auraient pu être des têtes de liste crédibles. Et je crois que c'est ça qui fait la force de notre équipe. Je crois que lorsqu'on regarde les autres listes, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient se targuer d'avoir... En football, on appelle ça une profondeur de banc. Voilà, une profondeur de banc qui fait souvent gagner des matchs aussi. Et qui permet d'être performant sur la durée. Surtout. Allons-y, allons regarder la profondeur de banc. Il y a des rumeurs insistantes que nous allons balayer avec vous qui disent que Marcellin Nadeau pourrait éventuellement être écarté de la tête de section du Nord. Il y a des gens du prêcheur qui m'ont appelé en me disant « Eddy, pose-lui la question parce que nous l'est que Marcellin menait le Nord. » Mais je pense que ce ne sont pas seulement des gens du prêcheur qui le disent. Oui, non, mais moi, eux, ils me connaissent, ils m'ont appelé. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans toute la Martinique qui veulent que Marcellin Nadeau soit à minima tête de section du Nord. Mais ça, encore, il faudra attendre. Il y a pas... Vous savez, lorsqu'il y a autant... Vous savez que si vous me tenez le suspense plus longtemps... ça va créer des remous. Mais non, il n'y a pas de remous. S'il devait y avoir des remous, avec toutes les tentatives de division que nous avons subies... et qui continuent. Et qui continuent, bien évidemment, qui s'intensifient même. Mais nous en sommes bien conscients. Nous sommes deux hommes avec la tête
sur les épaules et nous sommes conscients de ces risques de dissension, de division. Mais ça va au-delà. Il y a d'autres personnalités, il y a d'autres... Moi, j'aurais été fier aussi d'être sur une liste conduite par Aurélie Nella ou par d'autres encore. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai parlé de tête de liste qui pourrait être interchangeable. Le choix s'est porté sur moi et pour moi, c'est un honneur, c'est une responsabilité encore plus grande de devoir conduire cette liste avec tous ces mouvements, toutes ces personnalités qui pétillent de détermination et de motivation pour emmener la Martinique sur des voies plus apaisées, des voies d'un vrai développement. Bien, alors on va arrêter là les rumeurs parce que... Oui, ça marche pas les rumeurs. Ça marche pas. Et puis souvent, mais je note simplement qu'il n'y a pas de rumeurs là où il n'y a pas d'intérêt. Et je note que... Donc ça veut dire en clair qu'il y a des gens qui auraient intérêt à diffuser de fausses informations, c'est ça? Non, c'est pas dans ce sens que je le dis. Je dis il n'y a pas de rumeur. S'il n'y a pas d'intérêt, ça veut dire qu'il y a un intérêt grandissant pour notre équipe, pour nos propositions, pour notre travail. Et je le vois bien. C'est le manguier, le mango dans le manguier, c'est ça, derrière lequel on envoie des roches. Il n'y a pas qu'à y tirer si pas ni mango en Bon, dedans. très bien. Et je le vois bien sur le terrain. Les gens sont très réceptifs et nous encouragent vraiment. Et donc, ça conforte et ça renforce notre motivation, notre détermination à remporter ce combat. Bon, donc vous êtes officiellement candidat, vous allez déposer votre liste entre le 10 mai et le 17 mai. Enfin, je rappelle les dates pour ceux qui l'ont oublié. Et puis, faites bien attention à vos relations avec le fisc. C'est le moment ou jamais, parce qu'il y aura des contrôles assez sévères. Et comme vous le savez, l'histoire récente indique que certaines listes n'ont pas été homologuées à cause de ça. Donc, vous avez encore le temps. Allons éliminer une polémique qui est en train de monter. Encore? Ah ben oui, là, c'est pas une rumeur, c'est une polémique. À propos du financement du budget de la série Tropique criminel. Alors pour les gens qui nous écoutent, qui ont pris le train en marche, une majorité d'élus ont refusé de voter en faveur de la proposition du Conseil exécutif de soutenir à hauteur de 500 000 € le budget de Tropique criminel, qui est une série qui est tournée en Martinique. Est-ce que vous confirmez que les membres de votre équipe, les élus qui vous entourent, ont voté contre cette proposition? Mais le vote a été fait dans toute transparence. Vous savez qu'il y a des gens qui n'étaient pas présents. Oui, nous avons voté contre cette proposition et je l'assume. Et est-ce que vous pourriez en 2 mots nous dire oui, je peux. Qu'est-ce qui motive parce que derrière, il y a une polémique qui est en train de monter sur le fait qu'il y a un impact sur les intermittents du spectacle ou les techniciens martiniquais qui sont embauchés sur cette série. C'est très sain d'avoir ce débat. Et je considère que ce n'est même pas une polémique, c'est un débat qui est important et c'est un marqueur de différenciation d'ailleurs sur la manière dont on voit l'avenir de la Martinique à travers l'industrie cinématographique. La première chose que je dirais, c'est que mon vote n'est pas de circonstance. C'est pas parce que des élus de l'Assemblée ont reçu un courrier anonyme que ça a conditionné mon vote. Mon vote n'est pas lié à la proximité des élections non plus, puisque l'année dernière, mon vote était déjà celui-là. Pourquoi? Parce que on parle bien de France Télévisions, de France 2, qui est coproducteur de cette série, à côté d'une maison de production privée qui s'appelle Federation Entertainment. Mais France 2, c'est le service public de télévision française. Ça veut dire que France Télévisions est financée avec les impôts des Martiniquais déjà. Et France 2, dans sa mission de service public, devrait pouvoir financer pleinement ce programme.
je ne crois pas que le budget de France 2 soit à 500 000 € près. Alors pourquoi faut-il que la Martinique, le budget de la Martinique, c'est-à-dire l'argent qui est réservé à travailler au service du peuple martiniquais, soit consacré à financer une coproduction de France 2, de France Télévisions, donc de l'État, donc du gouvernement français, de notre gouvernement. D'autre part, le budget de la collectivité territoriale de Martinique, consacré au cinéma, est pratiquement consacré à ce financement. Vous êtes en train de nous dire qu'il y aurait doublon, en fait. Non, il y aurait eu doublon, il y a eu doublon. Je rappelle que l'année dernière, c'est 500 000 € qui ont été accordés au financement de cette série. L'année précédente, c'était 600 000. Ça veut dire sur 2 ans, on a payé 1 100 000 €. C'est important quand même pour le budget d'une collectivité comme celle de la Martinique, alors que ça participe d'une mission de service public. Est-ce que ce choix de voter contre, qui pour la première fois, je parle de l'ensemble des élus, qui pour la première fois aboutit à un rejet, Oui. On est bien d'accord, Oui. même si vous aviez déjà marqué votre position, on va dire que... Je n'avais pas été suivi aussi massivement. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi cette fois-là, il y a eu un rejet selon vous? Pourquoi il y a eu une majorité qui s'est dégagée pour rejeter ce projet? Ben, je pense qu'il faut le demander à ceux qui ont voté contre pour la première fois, pas à moi. Oui, mais bon, vous avez des remontées de terrain, notamment de vos élus, parce que certains des élus qui vous sont proches avaient voté pour la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui avez réussi à les séduire, puisque vous étiez déjà arc-bouté contre le projet. Oui, si je ne les ai pas séduits l'an dernier, je ne vois pas ce qui aurait changé cette année. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, on a les retours d'expérience aussi. Entre-temps, il y a la crise Covid qui s'est intensifiée avec toutes les difficultés qui sont portées au secteur du cinéma et des arts d'une manière générale. J'ai vérifié. Depuis le début de cette crise Covid, ce sont 350 000 € qui ont été alloués par la CTM au monde de l'art, toutes disciplines confondues. Toutes disciplines confondues. Je ne parle pas que du cinéma. Oui, il y a eu une liste d'artistes relativement importante qui ont bénéficié d'aides directes. 350 000 €. Alors vous voyez, 350 000 € pour tous les artistes martiniquais, et puis là, 500 000 € pour une production. On a compris qu'il n'y avait pas photo. Il faut comparer ce qui est comparable. Et là, on voit bien qu'il y a une disproportion quand même dans le financement systématique de cette série. À la limite, c'est 90% du budget du cinéma de la collectivité territoriale qui est absorbé par cette série. Donc pour moi, ça fait trop. Enfin, pour nous, ça fait trop. Ouais. Et puis, lorsqu'on voit qu'à côté, nous avons notamment des réalisateurs martiniquais. Je vais en citer 3. Chris Burton, Patrick Bosselin et Johan Guglielmetti. Pour ne citer que ceux-là, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres, qui sont reconnus dans leur travail, qui sont reconnus hors des frontières de la Martinique, qui obtiennent des prix dans des festivals vraiment de haut niveau. Ils sont primés ici et ils sont déprimés en Martinique. Déprimés pourquoi? Parce qu'ils adressent des demandes à la collectivité territoriale de Martinique et de manière irrémédiable, ces demandes sont rejetées ou les réponses qui leur sont adressées sont décevantes et décourageantes pour eux. Alors que nous avons le potentiel, nous avons la capacité, nous avons les moyens, à travers des fictions, des projets de fiction sur lesquels moi j'ai eu à me pencher, nous avons vraiment l'occasion de valoriser notre identité, notre culture, mais aussi notre savoir-faire, notre savoir-être. Et nous refusons systématiquement de financer des projets
ambitieux portés par des Martiniquais et nous finançons systématiquement des projets qui viennent d'ailleurs, qui, c'est mon point de vue, pour parler de tropiques criminels, sont bourrés de stéréotypes. Et de clichés sur notre culture. Enfin, bref, moi je militerais pour une position beaucoup plus équilibrée. Oui, il faut faire appel. On doit pouvoir échanger avec des experts, des spécialistes qui viennent d'ailleurs partager leurs compétences, leurs savoirs, et ça peut enrichir les professionnels martiniquais. Mais on ne peut pas miser exclusivement sur la manne qui viendrait de manière systématique de l'extérieur pour nous enrichir, pour nous apprendre. Nous aussi, nous avons à apprendre de nous-mêmes et apprendre aux autres. Et on doit être beaucoup plus confiant dans nos propres capacités. Ce que vous venez de développer, c'est quand même... Alors, vous disiez que ça n'avait rien à voir avec... on va dire la proximité des élections, mais ce que vous venez de développer là, très clairement, c'est un positionnement politique. C'est clairement un projet beaucoup plus ambitieux pour le cinéma martiniquais et pour les arts en Martinique d'une manière générale. Mais c'est un choix politique. Ce n'est pas à la veille des élections que cette réflexion me vient. Elle est bien ancrée depuis longtemps. Mais et nous sommes nombreux à la partager. Est-ce qu'elle donne à voir de ce que pourrait être, on ne l'a pas encore eu sous les yeux, on va en parler tout à l'heure, de ce que pourrait être votre programme? Est-ce que c'est une indication bien sûr. de la piste à suivre? Et au-delà du cinéma, c'est une démarche qui sera décuplée dans de nombreux secteurs. On va y venir. Compter sur les forces vives, sur les compétences, sur l'intelligence collective de la Martinique, plutôt que d'attendre que le salut vienne d'ailleurs de manière systématique. Lutter contre la dépendance, réduire la dépendance, c'est bien ça. Et puis je veux dire, on nous dit, comme pour nous culpabiliser, ceux qui ont voté contre, on nous dit, ouais, mais il y a quelques Martiniquais quand même qui travaillent. Oui, il y a des techniciens, il y a des acteurs, des figurants, il y a des gens qui bénéficient directement, financièrement, de cette série. Mais si on nous avance cet argument-là aujourd'hui, il fallait nous dire dès le départ que c'était le prix à payer pour embaucher ces gens-là. Vous pensez que les 500 000 euros, c'était le prix à payer. Puisqu'on nous dit, si vous ne payez pas les 500 000 euros, les Martiniquais, ils n'auront pas de travail. Ils vont partir ailleurs. Ils vont partir à Barbade, ils vont partir à la Dominique. Je rappelle que, par exemple, pour le financement du film Pirates des Caraïbes, on a payé la Dominique pour venir filmer en Dominique. On a payé les autres pays. Donc, vous voyez, nous, on est encore réduits à payer la France, le gouvernement français, pour que le gouvernement français cofinance une série qui est filmée sur un territoire français. Ben, enfin, c'est quand même extraordinaire. Ouais, selon vous, c'est totalement incongru. Donc, c'est totalement incongru. Et le procès qui nous est fait d'adopter une politique électoraliste, non seulement ça ne tient pas la route, parce que, parlant de moi, ma position, je l'ai eue de manière cohérente et régulière, mais ça veut dire qu'à la veille d'une élection, il ne faut pas faire de plénière. Ou sinon, il faut voter tout ce que l'exécutif propose, parce que chaque fois qu'on va nuancer un jugement, une position de l'exécutif, ce sera catalogué comme une position électoraliste. Donc il faut savoir, le débat, il se fait de manière sereine et chacun prend une position en son âme et conscience. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue. Moi, je porte des éléments qui ont participé à ma décision et à celle que j'ai demandé à un certain nombre de mes collègues de prendre, fort de tous ces éléments-là. Mais ce n'est pas une décision malhonnête, ce n'est pas une décision irresponsable, c'est une décision qui est fondée sur ces éléments objectifs. Très bien. Bon, on verra ce que ça va donner. Oui. Mais et puis, l'appel, le signal a été donné selon lequel on peut prétendre à beaucoup mieux que ça. Mais peut-être que
la prochaine équipe qui va sortir des urnes le 20 ou le 27 juin va reconsidérer ce dossier-là en toute démocratie. Et peut-être même si c'est nous, peut-être qu'on ira justement, après avoir fait ce signal, on ira vers un partage beaucoup plus équilibré entre le financement de production extérieure et le financement de production martiniquaise. Mais là, il fallait marquer le coup pour dire qu'on ne peut pas se contenter de financer systématiquement les autres et ne pas financer les nôtres. Très bien. Alors, vous voyez, on déblaye et on arrive à l'essentiel. La campagne pour la CTM. Cette fois-là, on est dans une configuration très particulière. Vous ne faites plus partie du MIM, vous avez créé votre parti politique. Et donc, j'ai passé en revue un certain nombre de déclarations récentes, et puis j'ai confronté ça aux questions que me posaient les auditeurs, les téléspectateurs. Et de manière singulière, il y a une question récurrente qui revient, qui me semblait avoir été réglée, mais il y a encore des gens qui... Alors, c'est probablement des nostalgiques, mais bon, il faut faire également entendre leur voix, leurs interrogations, qui me demandent quelle est la vraie raison de la rupture avec Alfred Marie-Jeanne. Alors je leur dis, moi je ne sais pas, mais comme j'ai sous la main Jean-Philippe Nilor, j'aurai au moins sa version. À nouveau, j'espère définitivement, puisque on vous a déjà posé 15 fois la question, mais vous savez, là vous avez une posture particulière parce que vous êtes candidat officiel. Voilà. Vous n'allez pas rater, définitivement, vous n'allez pas rater une occasion de me faire parler de M. Alfred Marie-Jeanne. Ah ben c'est clair, c'est clair. Mais non, puisque Alfred Marie-Jeanne, il est candidat comme vous, oui. Et on va, ne vous inquiétez pas, on va tous les passer en revue. Hein. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on partage des expériences avec des gens, avec des proches. On chemine ensemble. Et il y a des moments où chacun choisit sa voie. Chacun poursuit sa route. Mais ce n'est pas pour autant... c'est pas nécessaire qu'il y ait de l'animosité ou de la haine lorsque deux chemins se poursuivent en parallèle. On ne peut pas systématiquement rester dans la même position, dans la même posture, parce qu'on grandit. Et lorsqu'on grandit, on est en droit de poursuivre ses idées et d'aller jusqu'au bout de ses idées et de respecter celles des autres. Alors, c'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire, parce que la deuxième question qui vient le plus souvent, c'est qu'est-ce qui fait la différence? Et moi, j'ai envie de la retraduire. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que vos chemins se séparent? C'est la vie, tout simplement. Je n'en dirai pas plus. Oui, non, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Vous allez les frustrer. Et puis, dans la prochaine élection, on reposera la question. Tant que vous n'aurez pas, vous savez, les gens sont comme ça, tant que vous n'aurez pas libéré le mystère, ils vous reposeront la question. Parce que, alors, allons positiver. Qu'est-ce qui sépare vraiment sur un plan idéologique, programmatique, théorique, philosophique, qu'est-ce qui sépare vraiment Alfred Marie-Jeanne de Jean-Philippe Nilor? Je préfère vous dire ce qui sépare le Jean-Philippe Nilor du MIM et le Jean-Philippe Nilor de PIA. Si vous voulez. Plus cohérent et plus commode pour moi. Oui, j'ai été indépendantiste. Mais je me suis rendu compte, en évoluant, en grandissant, que finalement, ça demeurait, c'était devenu une posture, une étiquette. Mais cette étiquette-là, elle n'était pas adossée à des politiques publiques, à des actions concrètes. Et j'ai beaucoup réfléchi, parce que dans la vie, il y a des moments où on se remet en cause.
C'est nécessaire pour Et on veut bien grandir. vous croire, parce que là, c'est une remise en cause radicale. Absolument. Mais pas si radical que ça, finalement. Parce que je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est l'indépendance ou le problème, c'est la dépendance? Je me suis dit, mais ce qui nous bloque, ce sont toutes ces dépendances qui se multiplient autour de nous, en nous. Et est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux et plus efficace pour l'épanouissement du peuple martiniquais, pour la crédibilité d'un projet, de s'inscrire dans une logique de réduire ces dépendances? Est-ce qu'on peut dater cette prise de conscience? Est-ce que, par exemple, les résultats, appelons ça le référendum, la consultation de 2010, dans lequel vous constatez le décalage énorme entre le nombre de gens qui ont voté pour aller plus loin sur un plan statutaire, sur un 74, et puis les gens qui ont préféré le statu quo 73, est-ce que c'est un moment clé? Oui, je crois. Je crois que c'est le moment clé. Et ceux qui ne se sont pas remis en cause à ce moment-là, ils sont étonnants. Il y a quand même un paquet de gens qui ont fait semblant de dire « mais non, c'est pas grave ». Ça nous a valu une tribune incendiaire de Raphaël Confiant à l'époque, vous vous rappelez, entre autres. Mais on est bien d'accord, Oui. c'est à ce moment-là que vous basculez. Enfin, sans trop le dire. Hein. Basculer, ce n'est pas une connotation négative. Non, mais vous changez. Votre chemin commence à se séparer. Je ne me suis pas réveillé un matin, ou je ne me suis pas réveillé en pleine nuit en me disant, voilà, il y a un déclic. Non, c'est toute une série d'événements et puis un regard beaucoup plus pragmatique sur la réalité de mon pays qui ont fait que cette évolution s'est faite en douceur. Je reste un militant déterminé de l'identité, de la culture martiniquaise. Je reste un militant martiniquais anticolonialiste. Mais vous êtes devenu beaucoup plus pragmatique. Je suis pragmatique, mais d'ailleurs, honnêtement, qui... y compris dans les grands leaders, qui peut se dire pour l'indépendance de la Martinique là aujourd'hui, au moment où on parle? On n'en entend plus beaucoup d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc, je me suis rendu compte aussi que j'étais dans un parti qui avait une étiquette indépendantiste, mais qui n'en parlait plus. Et d'ailleurs, qui ne faisait pas grand-chose pour qu'on se rapproche même de cette perspective. Donc, il faut être lucide. Et je pense l'avoir été au bon moment. Et puis au-delà de ça, lorsque je dis la vie, il s'agit de mon parcours en termes de conscience. Mais il y a des moments où des routes se croisent. Et puis des moments où des routes s'éloignent. Je n'ai pas à en dire plus. Lorsque, je veux dire, j'aime pas tellement cette allégorie, mais lorsqu'un enfant vit chez ses parents, c'est pas à vie. À un moment, il doit partir. Ouais. Il doit aller construire sa vie, construire sa maison. Ne me tendez pas la perche du père de l'allégorie. Bon, malgré tout, on a envie de savoir, maintenant que vous n'êtes plus indépendantiste, c'est bien ça, où vous vous situez. Parce que vous dites, il y a des routes qui s'éloignent, il y a des routes qui se croisent. Vous avez croisé celle de Marcelin Nadeau, qui, lui, ne fait pas mystère de sa quête d'indépendance à terme. La cohabitation est possible? Mais je n'ai pas de problème. Je n'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, la réduction de la dépendance, c'est aussi l'accès à des espaces de souveraineté. Oui, mais vous êtes plus modéré que lui. Non, mais non, ça c'est vous qui le dites. Je ne sais pas. J'écoute son discours. Hein. Mais... j'ai déjà reçu Marcelin Nadeau ici, qui ne fait pas mystère de son souhait qu'à terme, alors Aimé Césaire l'avait dit aussi, vous me direz, qu'à terme la Martinique puisse être indépendante. Mais non, enfin, pour moi, ce débat n'a pas vraiment d'intérêt, parce que ce terme-là, il est où? Il est quand? Le plus important, c'est d'enclencher une démarche. Réduire la dépendance, c'est être de plus en plus autonome. Mais la différence des autonomies, c'est qu'il n'y a pas une limite. On ne se dit pas, là, on n'avance plus.
Tant qu'on peut avancer vers la responsabilité, vers la valorisation de nous-mêmes, vers la démonstration que nous sommes de plus en plus capables de prendre à bras le corps les problèmes qui affectent notre peuple, tant que nous sommes dans cette démarche-là, mais c'est un mouvement qui est infini. Mais vous tenez compte, vous tiendrez compte de la vie des Martiniquais. Mais forcément. Mais d'ailleurs, on a ce débat-là, c'est un débat qui est purement conceptuel, mais la réalité aujourd'hui, la priorité n'est pas à la question du statut. Oui, mais il est loin d'être conceptuel, parce qu'il va être dans la campagne. Rappelez-vous qu'il était dans la campagne de 2015, et il va à nouveau être dans la campagne, puisque un certain nombre de candidats ont d'ores et déjà dit qu'il va falloir que chacun des candidats se positionne par rapport au concept de statut, de remise en cause ou non du statut. Et il était tellement inscrit dans la campagne que, au lendemain de la fusion, vous vous rappelez, des listes du MIM et de Yann Monplaisir, il avait été écrit que la ligne rouge à ne pas franchir, c'est d'évoquer à nouveau cette histoire de statut. Donc, chaque fois qu'on essaie ou qu'on est au rendez-vous électoral, cette petite musique la sort. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question de manière directe. Est-ce que vous, dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, si vous êtes président de l'exécutif de la CTM, vous poserez la question du statut? La question du statut, je l'ai dit, je le répète, n'est pas à l'ordre du jour. Pour nous, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est réduire toutes ces dépendances. Mais il convient d'optimiser les espaces de souveraineté dont nous disposons déjà. Nous avons la capacité de faire des lois pays dans certains domaines. Nous avons la capacité d'adapter des textes qui ne sont pas faits pour nous ni inspirés par notre situation. Nous avons des leviers de commande de notre économie, de notre action sociale, de notre action culturelle, sportive. Donc vous dites... Faisons la démonstration éclatante que nous sommes capables de solliciter plus tard la confiance du peuple martiniquais. Démontrons ce que nous disons depuis trop longtemps sans jamais le démontrer. Et parfois, ce que nos actions contredisent. Démontrons que les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais. Démontrons-le concrètement, avec des résultats à la clé, avec une évaluation des politiques publiques, avec un bien-être, une réconciliation, un autre état d'esprit au sein de notre pays. Démontrons que nous sommes capables de faire autre chose et d'être autre chose. Et à ce moment-là, on pourra s'interroger si dans quelques années où il est opportun d'avancer sur la question du statut. Mais là, pour l'instant, il n'est pas question pour nous de venir solliciter une quelconque modification de statut de la Martinique. C'est clair. On comprend pourquoi un certain nombre de vos anciens camarades ont été complètement atomisés par votre évolution. Vous vous dites votre pragmatisme. Et on entend des discours qui laissent penser qu'ils n'ont toujours pas compris, en fait. Hein. Mais bon, là, ce soir, au moins, les choses sont claires. Est-ce que vous seriez capable, en quelques mots, de nous faire un bilan de la mandature à laquelle, au début, vous avez participé et à la fin, dont vous vous êtes, de manière un peu résolue, écarté? Qu'est-ce que vous retenez de cette mandature? Alors là, j'ai participé à cette mandature, puisque j'étais membre de l'Assemblée de Martinique. Donc vous assumez complètement? Non, attendez, on parle de la mandature. De la mandature. Je n'ai pas participé au début, et seulement, je n'ai pas démissionné. Je suis resté membre de l'Assemblée. Quand on dit mandature et qu'on pose cette question du bilan, vous imaginez bien qu'on est plutôt dans l'opérationnel, pas dans la posture, ni dans la participation au vote. Dans l'exercice
au quotidien du pouvoir. Voilà. Mais ce que vous venez de dire, c'est extraordinaire. Ça dénote que dans la conception profonde des gens, le pouvoir est au moins aux mains de l'exécutif. Ah ben c'est clair, je ne pense pas qu'il y ait de doute là-dessus. Hein. Enfin, pour les Martiniquais, le patron, plusieurs de nos sondages l'indiquent très clairement, le patron de la CTM, c'est le président de l'exécutif. C'est ce que les gens dans la rue pensent. Voilà. Et bien moi, je pense qu'on n'est pas obligé systématiquement de chercher un patron. Et que si on a un collège de patrons qui se complètent, c'est mieux pour le pays. On n'est pas obligé de rechercher l'homme providentiel. Et si on peut faire un bilan de cette mandature, c'est malheureusement ce triste bilan qu'aujourd'hui, on est encore réduit à tout attendre d'une seule personne qui décide et qui exige que les autres exécutent. Le bilan de cette mandature, c'est une assemblée qui n'a pas été pleinement utilisée, sauf quelques coups d'éclat, comme celui que nous avons évoqué tout à l'heure. Là, qui est le patron pour Tropique Criminel? C'est clairement l'Assemblée. Qui est le patron? Voilà. Oui, mais l'Assemblée, ces derniers mois, l'Assemblée a quand même montré que sur des points précis, voire emblématiques, elle avait son mot à dire et qu'elle, dans le match, parce qu'il y avait quand même un choix à faire, elle gagnait. Oui, elle pouvait gagner. Ouais. Mais pourquoi c'est quand même dommage. Pourquoi c'est pas venu plus tôt? Non, mais attendez, je vais vous répondre. Moi, je trouve ça dommage qu'il y ait un gagnant, soit l'exécutif, soit l'Assemblée, puisque nous sommes élus de la même matrice. En plus, et même de la même liste. Ouais, vous étiez sur la même liste. Mais même entre majorité et minorité, mais on s'entend, beaucoup de dossiers sont votés à l'unanimité. On l'a vu, et ça, il faut le dire. Ouais. Il n'y a pas de cancan sur tous les dossiers. Il y a aussi, chez les uns et les autres, le sens de l'intérêt général. Alors, on a compté, on a regardé la très grande majorité des dossiers, depuis le début, sont votés au-delà du nombre de ceux qui font la majorité. Oui, bien sûr. Et une bonne partie, alors je n'ai pas le chiffre précis, sont votés à l'unanimité. Est-ce que... C'est très bien, c'est quelque part rassurant. Ça veut dire que les clivages, ils ne sont pas nécessaires tout le temps. Et ça, c'est important. Alors, continuons le bilan de la mandature. Non, mais sur la dimension de l'exercice démocratique du pouvoir, l'Assemblée n'a pas été utilisée pleinement. Et lorsqu'elle a eu à faire des coups d'éclat, c'était quelque part en confrontation avec l'exécutif. Mais une Assemblée n'est pas là pour être confrontée à l'exécutif. Chacun doit être pleinement investi dans sa mission et dans la complémentarité au service du peuple martiniquais. C'est ça la vision que nous avons. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Oui. Donc, cette première expérience de la collectivité territoriale de Martinique, collectivité nouvelle de Martinique, de ce point de vue, elle n'est pas une réussite. Elle n'a pas réconcilié les Martiniquais, et même y compris les acteurs politiques, avec le concept de démocratie. Et puis, alors que la loi institue une collectivité devant fonctionner sur 3 piliers. L'exécutif, l'Assemblée et le Conseil consultatif. Le Conseil consultatif a été superbement ignoré. Il n'a été consulté que lorsque la loi l'exigeait. Oui, alors rappelons pour les gens qui nous écoutent, c'est ce fameux Conseil économique et social de la culture et de l'éducation. Ce conseil est constitué de socio-professionnels, de membres d'associations. C'est-à-dire ce sont les forces vives de la Martinique. Son rôle, c'est de faciliter la réflexion, d'aider les élus à la prise de décision. C'est de prendre à bras le corps un certain nombre de problématiques, de mener des études et de venir en tant que force de proposition pour l'Assemblée et l'exécutif. Mais ça n'a pas été utilisé dans ce sens-là, parce qu'il y a eu malheureusement une captation par certains du pouvoir au détriment, pas des autres,
pas des autres, pas de l'Assemblée ou pas du Conseil consultatif, mais finalement au détriment de l'ensemble du peuple martiniquais. Et j'en veux pour preuve que lorsque il n'y a pas de délégation de pouvoir, lorsqu'il n'y a pas de délégation de signature, et que tous les dossiers d'aide sociale, de subventions aux entreprises, d'aide aux associations sportives, culturelles, que tous ces dossiers doivent systématiquement remonter vers une seule personne qui signe. Eh bien, il y a des engorgements. Donc, il y a des temps de traitement des dossiers qui sont presque décourageants, qui sont inacceptables. Donc, il y a des gens qui pâtissent de ça. Il y a des aides qui arrivent trop tard. Il y a des aides qui arrivent après le décès des personnes. Il y a des aides qui arrivent après le décès des entreprises. Donc, en fait, ce que vous décrivez, on a bien compris, cette notion de captation et puis de condescendance vis-à-vis d'une assemblée ou d'un conseil consultatif, il a quand même duré très longtemps. Selon vous? Mais il dure jusqu'à aujourd'hui. Oui, non, mais la question qu'on se pose avant qu'on aborde, rassurez-vous, votre programme et votre ambition, c'est de savoir, mais pourquoi vous n'avez pas, conscient de ça, vous n'avez pas mis fin à l'exercice? Parce que je n'avais pas la baguette magique qui me permettait de mettre fin à ça. J'ai été... je pense, le premier à avoir attiré l'attention de mes collègues sur cette dérive-là et ce risque-là. Je respecte aussi que chacun a avoir sa maturation personnelle, que chacun puisse prenne le temps de prendre conscience. Parce qu'il y en a qui ont quitté, je vais me faire taper sur les doigts, mais il y en a qui ont quitté le navire, qui n'ont quitté le navire que très récemment. Qui sont venus vous rejoindre que très récemment. Il y a moins d'1 an, ils votaient encore de manière régulière leur soutien au président de l'exécutif. Comme je vous dis, chacun a sa maturation, chacun a son rythme de prise de conscience, chacun a son vécu, ses propres expériences, ses propres difficultés face à cette administration un peu monocéphale. Ouais. Oui, peut-être. Mais toutes ces critiques, qui ne viennent pas seulement de vous, hein, qui viennent... je dirais, de toutes les composantes de ceux qui s'opposent. Je n'ai même pas envie de parler de critique, je parle d'un constat objectif. Oui, mais bon. Et c'est précisément cette conscience qu'on devrait fonctionner différemment, c'est ce qui nous guide et c'est ce qui nous donne la force de devenir aujourd'hui avec des propositions concrètes pour un fonctionnement différent. Donc, on va y venir et vous allez probablement ce soir prendre des engagements sur... justement, la posture que vous allez adopter si jamais vous êtes élu. Mais ma question, c'est quand même assez paradoxal que les critiques politiques ou les constats objectifs tels que vous les faites, mais qui finalement aboutissent à une forme de critique, contrastent avec la popularité d'Alfred Marie-Jeanne, qui est le président de l'exécutif. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas expliquer. Je veux dire, on est à quelques encablures d'une élection majeure. Le peuple va se décider. On verra qui est populaire et qui ne l'est pas. Mais on peut être populaire sans être élu. Oui, oui, mais je vous assure, je ne vais pas parler de M. Marie-Jeanne dans cette campagne. Je vais parler de ce qui m'anime, ce qui anime mes colistiers, mes amis, mes camarades, ce que j'entends dans le peuple martiniquais, cette aspiration à autre chose. Le tableau que je dépeins là, il est objectif, mais ça ne veut pas dire que rien n'a été fait pendant cette mandature. D'ailleurs, nous avons aussi contribué à faire des choses. Vous avez voté un certain nombre de textes, vous avez voté des budgets, etc. On a inspiré aussi un certain nombre de choses. Et je suis très heureux de voir que
les derniers documents, notamment des orientations budgétaires, il était question sur presque chaque page de réduction de la dépendance. Ça veut dire que nous avons, malgré Vous avez nourri le notre discours. position un petit peu compliquée, on a quand même nourri la réflexion, nourri intellectuellement, conceptuellement les discours. Et c'est très bien. Alors, c'est très bien. Vous avez choisi d'éviter, et vous nous dites que dans cette campagne, vous avez choisi d'éviter de parler d'Alfred Marie-Jeanne. Moi, je traduis d'attaquer Alfred Marie-Jeanne. Donc vous voulez pas aller vite. Mais Absolument. moi, je suis quand et même... même s'il m'attaque, je ne répondrai pas. Très bien. Alors... c'est-à-dire, si jamais il veut faire de la boxe thaï, moi, c'est de l'aïkido que je pratique. Aïkido, je crois aussi que c'est le sport préféré de Claude Lise. Oui. Comme par hasard. Comme par hasard. Bon, je suis quand même contraint de vous poser la question suivante. Alfred Marie-Jeanne aurait, semble-t-il, choisi d'être tête de section dans le Sud. On vous donne, vous nous avez dit, on le saura dans quelques jours, on vous donne comme candidat tête de section dans le Sud. Et un certain nombre de commentateurs célèbres de radio prévoient un choc frontal dans le Sud. Ça vous fait sourire ou pas? Si, ça me fait sourire, bien sûr. Moi, je ne recherche aucun choc frontal. Moi, ce que je recherche, c'est à convaincre le maximum de mes compatriotes que, sans haïr quiconque, on doit pouvoir passer à autre chose. Il y a un moment dans sa vie où on donne. Et il y a un moment dans sa vie où on est en première ligne. Et puis, il y a un moment où on peut être en deuxième ligne. On peut être là pour aider d'autres, pour accompagner. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je ne recherche pas de choc frontal, mais le choc frontal ne m'effraie pas non plus. Mais particulièrement. S'il vient, ça ne vous effraie pas. Ça ne m'effraie pas non plus. Ça ne m'empêche pas de dormir, je vous assure. Et je suis très serein, très déterminé, très confiant. Et la population, pas seulement du Sud, me le rend bien. Alors, donc, on verra bien. Allons voir ça, parce que c'est un moment important, notamment pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont du Sud. Le Sud, Jean-Philippe Nilor, vous l'avouez, c'est quand même votre bastion. Parce que quand on regarde l'évolution de vos résultats électoraux, vous avez construit le Sud. Alors, j'ose dire, mais bon, là encore, je vais me faire taper sur les doigts, que vous l'avez fait avec votre propre travail, a priori. Vous ne pouvez pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Mais non, le Sud ne m'appartient pas. Non, mais attendez, je parle de votre travail, de relation de confiance avec les électeurs, parce que c'est quelque chose d'intime, ça, d'aller chez les gens, de leur donner votre confiance et de recevoir la leur. Je veux dire, c'est des choses qui se construisent tout au long de plusieurs décennies. Vous ne pouvez pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Mais non, ce n'est pas question de laisser ou de ne pas laisser. Ce n'est pas comme ça que je pose la question. Mais c'est vrai que c'est un privilège, c'est une chance de se sentir chez soi dans toutes les communes et dans tous les quartiers sur le territoire du Sud. Mais c'est mon bastion, certes, mais je ne me suis jamais présenté ailleurs non plus. Donc je ne peux pas peser non plus ma popularité ailleurs. Ce que je sais, c'est que lorsque je suis à Sainte-Marie, comme j'étais il y a 2 jours, je suis très bien accueilli. Ne vous inquiétez pas, on va aborder Sainte-Marie dans quelques minutes. Mais de toute façon, vous disiez, il y a à peine un quart d'heure, nous avons suffisamment sur le banc, nous avons une profondeur de banc qui nous permet de tenir le choc, d'aller plus loin et de gagner. Donc ça veut dire qu'à Fort-de-France, dans le Nord, dans le Centre-Atlantique, vous avez des gens. Parlons du Sud. J'ai des gens aussi. Vous avez des gens aussi, mais vous avez vous. Est-ce que cette espèce de fusion que vous avez avec vos électeurs, vous y serez fidèle? Mais bien sûr. Très bien. Bon, bien écoutez, sûr. La réponse est claire. Bon, oui, ok. Toujours. Alors, allons grimper un peu dans le Nord. Votre frère, comment on pourrait appeler ça? Votre frère de cœur, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, vous étiez très, très, très proche, avec Bruno Azero. Là, j'ai l'impression que c'est terminé. On
on suppute dans les couloirs, il y a des gens qui disent que Bruno Azero va faire un choix, contrairement à ce qu'il avait fait en 2015 où il n'y avait pas de choix affiché. Là, il partirait sur un choix affiché. Bon, le rendez-vous a été fait, a été pris pour dimanche. Notre émission est enregistrée vendredi, donc dimanche soir, au moment où cette émission sera diffusée, la décision aura été prise. Je sais que vous êtes encore proche, d'ailleurs, vous venez de le dire, vous étiez à Sainte-Marie il y a quelques jours. Quel est l'état des relations avec votre ami Bruno Azero? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes, mais elles ne sont plus politiques. Il y a une différence maintenant. Mais bien sûr, elles ne sont plus politiques. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Là aussi, les routes se sont écartées. Les routes se sont écartées, mais il y a toujours cette amitié entre nous, et j'y tiens. On a le droit de ne pas partager les mêmes options. Je sais que si nous ne figurons pas sur la même liste, j'espère que cette bataille électorale ne va pas provoquer d'éruptions, de mots, de propos irrespectueux entre nous. Ouais. Je sais que je peux compter sur le soutien de beaucoup de Samaritains aussi. De beaucoup de Samaritains aussi. Vous l'avez identifié lors de votre passage à Sainte-Marie. Vous avez eu des retours je passe souvent à Sainte-Marie. De retours d'expérience. Oui. Bien évidemment, les gens font la différence entre une élection municipale et une élection territoriale. On peut choisir un maire. Et cela, je le dis pour Sainte-Marie, comme je peux le dire pour le Lorrain. Vous voyez, on sent déjà... Vous faites dans la provocation. Non, je ne fais pas dans la provocation. Dans ces deux communes, on a beaucoup de retours disant « mais c'est mais ». Mais ça, c'est pas même belle. Ah, c'est pas même belle. Ça, on peut content là, nous. Bien. Alors, avant qu'on aborde le cœur de votre programme, j'ai envie de vous poser la question de savoir ce que vous pourriez dire au personnel de la CTM, parce qu'il y en a qui nous regardent, par exemple, ce soir. Ils sont un peu plus de 4000. Si chacun d'eux parle à 5 proches, ça fait 20 000 personnes. C'est, sur un plan électoral, un levier formidable pour celui ou celle qui arrive à leur faire passer un message, à les séduire. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Mais c'est une excellente transition, parce que on ne peut pas élaborer un programme, en tout cas on ne peut pas mettre en branle un programme sans une administration forte et au travail, sans une administration mobilisée. Je rappelle, là encore, ce n'est pas une critique, c'est un constat objectif, qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent mal, qui sont en souffrance dans cette collectivité, parce qu'ils n'ont pas ressenti la volonté d'une intégration de toutes les compétences. Il y a des gens, et notamment des cadres de cette collectivité, qui sont hors organigramme, qui ne sont répertoriés nulle part et qui sont payés par la collectivité. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des gens, alors déjà, que l'organigramme, s'il existe, parce que plein de gens nous disent qu'il n'y a pas d'organigramme, nos recherches indiquent qu'il y a quand même une organisation fonctionnelle qui est écrite. Hein, parce que, mais vous êtes en train de nous dire qu'il y a des gens qui sont hors système, en fait. Absolument, au sein de cette CTM. Et des salaires non des moindres, c'est pas que des bas salaires. Donc des gens qui sont payés pour rester chez eux et qui en sont très malheureux, qui sont à la limite de la dépression, parce qu'ils ont l'impression que la collectivité qui les paye les rejette, ne veut pas d'eux, ne veut pas de leurs compétences. Et je pense que l'une des premières choses à faire, c'est remettre ce personnel en confiance. Aborder les choses différemment, de manière beaucoup plus respectueuse.
mais de manière aussi beaucoup plus rigoureuse. Pourquoi c'est seulement maintenant que ces problématiques sont mises en exergue par les différents candidats, y compris par des candidats qui ont participé, entre guillemets, à la gouvernance? On n'en a pas entendu parler de manière forte. Non, non, on a dénoncé ces situations régulièrement, de manière régulière, de manière récurrente. C'est une réalité que j'ai découverte très tôt et que je n'ai pas pu accepter. Ça a été aussi le traitement d'une partie de ce personnel et le fait de ne pas avoir cherché à mettre le personnel vraiment au service, à le motiver en lui rappelant que c'était peut-être la mission la plus noble que d'être au service de son peuple. Et il y a beaucoup de personnes qui attendaient ce genre de discours, qui attendaient à être valorisées. La valorisation, c'est pas seulement à travers les salaires, mais c'est à travers le respect, la considération qu'on porte aux gens. Et lorsqu'on a un personnel qui se sent respecté, il est motivé et sa disposition vis-à-vis de la population, vis-à-vis des administrés, ça crée la différence. Je vous assure que c'est comme ça que ça marche. Donc, le bien-être au travail, c'est un vecteur clé de réussite, aussi bien dans le privé que dans le public d'ailleurs. Donc, oui. Donc le message ce soir, c'est vous en faites une priorité. Une priorité. Les 100 premiers jours, la remobilisation du personnel, c'est notre priorité. C'est la priorité. Vous n'aurez pas de chaîne attachée aux grilles dans les 100 premiers jours de votre Non, je ne crois pas. mandature. On ne peut pas prévoir, mais je ne crois pas. Bon, il y a eu des choses mais symboliques de toute façon, s'il y a des mouvements, nous allons les régler dans l'apaisement et avec le sentiment de justice, d'équité, d'impartialité. C'est ce qui, à mon avis, c'est ce dont la Martinique a besoin. C'est de mettre en exemplarité des sentiments qui sont bons, qui sont justes, quoi. On n'a pas à solliciter l'allégeance des gens. On n'a pas à solliciter des courbettes des gens parce qu'on a gagné une élection. Non, au contraire. Puis au bon monde, puis monde bon monde et puis au. C'est ce que j'ai appris. Et c'est comme ça, c'est avec de la générosité, de l'empathie, mais aussi de la fermeté, de la détermination. Ce sont les clés pour moi d'une gouvernance réussie, d'une gouvernance qui suscite l'adhésion des gens. Je ne veux pas être un président dont on a peur. Je veux être un président qu'on aime et qu'on apprécie parce qu'on sait que c'est la franchise, c'est l'honnêteté et puis qu'il n'y a pas de méchanceté dans les décisions qui sont prises. C'est cette image-là que vous n'êtes pas en train de nous faire un portrait à l'envers de quelqu'un d'autre. Non, n'y voyez aucune allusion. Non, franchement, ouais. Je le dis. Mais c'est vous qui avez le problème. Non, pas du tout. C'est vous qui voyez des... Vous me dites, moi, je ne veux pas ressembler à quelqu'un qui serait méchant. Non, j'ai pas dit je veux pas ressembler. J'ai dit je veux être ce genre de président. On a bien compris que ce que vous ne voulez pas être. Je sais aussi très bien ce que je ne veux pas être. Cette espèce de passion soudaine. C'est pas soudain. Allez, attendez. Moi, je vous ai dit ça la dernière fois qu'on s'est vu. Moi, j'ai des vidéos. Cette passion soudaine pour quelque chose qui est au fond de vous, parce que ça, je vous connais depuis suffisamment longtemps pour le savoir, qui est la bienveillance, mais là, la bienveillance révélée, pour éviter de faire allusion à qui que ce soit, et inscrite dans le discours. Ça, quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que vous avez eu cette espèce de révélation? Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été un peu comme ça. Après, il y a peut-être des situations qui ont fait, puis peut-être
à un certain moment, au début de ma carrière politique, un manque d'expérience qui fait que je me suis peut-être réfugié derrière une carapace d'homme saillant, dur, un De petit soldats. peu, de soldat. C'était Non, ça, non, hein? non, mais je suis un soldat. Oui, J'ai non, mais toujours bon. été un soldat, Oui, non, mais et là, je le revendique. là, vous avez mais- déposé les armes. Non, non, C'est non. plutôt le discours. Non, mais le discours, ça peut être une arme aussi. Et puis l'arme, c'est aussi un outil. Oui, je suis un soldat de la Martinique. Et ça, je le revendique. Très bien, mais en tout cas, plus un soldat inféodé à une quelconque autorité au service de... Je suis inféodé à mon peuple. Bon, très bien. Et je On a bien suis compris fier. que vous avez changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Disons que j'ai mis en avant ce qui pouvait être masqué à un certain moment. Voilà. Très bien, on va retenir cette formule qui vous permet d'échapper à la question. Qu'est-ce qui, dans votre programme, peut rassurer les Martiniquais qui, aujourd'hui, pour la plupart, ont une vision assez sombre de l'avenir? Alors, c'est conjoncturel, hein, bien évidemment, mais bon, vous avouerez que les moments sont un peu compliqués. À une crise sanitaire vient s'ajouter une crise économique, une crise sociétale, hein, avec des revendications identitaires qui sont fortes et qu'on ne peut plus ignorer, qui ne touchent pas seulement une partie de la jeunesse, mais qui touchent tout le monde. Qu'est-ce que vous avez dans votre programme qui pourrait changer la donne, ou en tout cas cette perception-là? L'apaisement. Oui, mais bon, Non, la Martinique a besoin d'être apaisée. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? L'apaisement, c'est à travers la reconnaissance d'une collectivité qui respecte ses délais de paiement. Je veux dire, lorsque une entreprise martiniquaise a fourni une prestation travail, soit sur un marché, de quel que soit le type de marché, au nom de la collectivité, il faut la payer. Il faut payer cette entreprise-là. Les entreprises n'ont pas à servir de banque aux collectivités. Aujourd'hui, les délais moyens de paiement sont de 90 jours. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va faire des travaux sur une route, un prestataire de service va être payé à 90 jours en moyenne. Parfois, ça atteint 200 jours. Alors que les délais légaux, c'est 30 jours. On doit y arriver. On doit pouvoir arriver en 30 jours. Et nous avons fait des simulations. Et nous avons le recours d'un certain nombre de personnes très expérimentées qui nous ont permis de programmer une montée en puissance. Après 18 mois d'exercice, on peut passer à 45 jours. Après 42 mois d'exercice et de travail et d'effort et de mobilisation, on peut passer à 30 jours de paiement. Et lorsque nous disons 30 jours de paiement, nous comptons 20 jours pour la collectivité et 10 jours pour le payeur. Ouais. Et ça, c'est un pari que nous sommes en mesure de réussir. Déjà, pour accorder de la crédibilité à la collectivité. Alors ça, c'est une formule qui nourrit l'apaisement et ça concerne les entreprises. Est-ce que vous avez d'autres formules d'apaisement Qui concerne toujours les entreprises. Ah, toujours les entreprises, oui, parce que moi je pensais aussi aux Martiniquais, à la famille, à l'individu, ça va venir. On peut y arriver, mais on Oui. peut rester dans le domaine de l'entreprise, parce que c'est un domaine qu'on a trop souvent laissé, on dira, à la droite. Et par commodité, souvent les courants dits de gauche, on dit, bon, c'est pas notre domaine. Non. Alors vous savez qu'il y a des gens, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a des gens qui ont retenu une formule que vous aviez sortie ici lors de notre dernier entretien. Vous disiez, nous ne sommes pas hostiles à l'entreprise. Nous ne sommes pas, je le répète, nous ne sommes pas hostiles à l'entreprise, mais je peux aller même plus loin. L'entreprise Nous ne sommes- faisait pas partie des éléments de langage du MIM et du vôtre d'ailleurs pendant de très nombreuses années. Ben, voilà encore un élément de maturation et de prise de conscience. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut développer un pays si on est hostile aux entreprises? Est-ce que l'emploi public va permettre d'absorber toutes les demandes, tous les potentiels, toutes les compétences? On se rend vite compte que ça nous conduit à une impasse.
Donc, non seulement aujourd'hui, je ne suis pas hostile à l'entreprise, mais je suis favorable au développement des entreprises. Oui. Et il faut que la collectivité, c'est un des leviers, puisse favoriser l'installation d'un climat qui suscite les vocations et qui permette aux entreprises de vivre et de survivre. Vous alliez nous proposer quelque chose que vous tirez de l'ensemble des mesures que vous souhaitez prendre concernant l'entreprise. C'est le paiement des acomptes, des avances de trésorerie de 30%. C'est ce qui est légal. C'est ce qui est possible. Aujourd'hui, alors, on le fait aujourd'hui au nom du Covid, parce que ça a été une décision qui a été justifiée par la CTM en disant c'est contexte exceptionnel. Mais non, c'est ce que la loi prévoit. Et il faut le faire, il faut l'appliquer. Même si demain on sort ou on s'éloigne de la crise du Covid, il faut que lorsqu'une entreprise obtient un marché, qu'elle puisse bénéficier d'un acompte de 30%. Pourquoi ? C'est pour permettre à cette entreprise de démarrer les travaux dans de bonnes conditions. C'est de la trésorerie, de toute façon. Sans avoir à aller supplier des banques qui ne sont pas toujours favorables à cette prise de risque. Oui, il faut développer. Mais ailleurs, on parle déjà de faire évoluer la loi pour que ce soit 60% d'acompte au départ, pour qu'il n'y ait pas de problème avec les gens, qu'on démontre qu'on fait confiance. Mais par contre, si notre confiance est bafouée, si l'entreprise démontre que sciemment elle n'a que faire des intérêts publics, des intérêts de la collectivité, de l'argent des citoyens, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais a priori, il faut faire confiance, il faut donner aux entreprises les moyens d'aller, d'exceller. Et puis l'autre point, c'est le paiement des retenues de garantie. 14 millions d'euros qui sont dus aux entreprises. Mais il faut le payer. Il y a des manières de faire pour le payer. Mais on va le faire. On va payer à ces entreprises les retenues de garantie. Je rappelle qu'aujourd'hui, les retenues de garantie en Martinique, qui sont pratiquées par les collectivités, sont de l'ordre de 5%. Allons expliquer aux gens qui nous écoutent ce que sont les retenues de garantie. L'idée, c'est de prendre une somme sur ce que la collectivité doit à l'entreprise jusqu'à ce que tous les travaux soient terminés et qu'on puisse valider définitivement les travaux. Voilà. Donc on garde ces sommes et ce que vous venez de mettre en exergue, c'est qu'elles sont gardées très très longtemps. Elles sont gardées très longtemps. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple, sur ces 14 millions de retenues de garantie, si on devait les liquider tout de suite là, dire qu'on paye, il y a 3 ou 4 millions qui resteraient dans les caisses de la CTM parce que les entreprises sont déjà mortes. Ouais, c'est terrible. Alors, parlons de donc gens. là, tout ça, ça va dans l'efficacité de la collectivité au service des entreprises. Mais lorsqu'on le fait au service des entreprises, on le fait au service de la Martinique et au service de tous les travailleurs de ces entreprises-là. Et surtout, en service de l'image que le Martiniquais pourra avoir de son entreprise. Ouais. Le ruissellement. J'ai eu quelques indiscrétions concernant votre programme. Vous savez que ça fuite, forcément. Décidément. Et il y a une notion qui revient de manière régulière, mais j'ai quand même lu également vos interviews. Le mot urgence revient de manière systématique. Votre vision de la Martinique est si pessimiste que ça que la notion d'urgence puisse être au premier rang de vos préoccupations. Et vous parlez souvent également d'urgence sociale. Oui. Est-ce que cette espèce de focus sur les plus faibles, les plus fragiles, est si important que ça électoralement? Je ne sais pas. La question qu'on se pose lorsqu'on élabore un programme, ce n'est pas de savoir si c'est important électoralement. Ça peut aider à gagner une élection quand même. Oui, mais on n'est pas obsédé par ça. Je pense qu'on a en nous-mêmes suffisamment de puissance
à dégager par rapport à nos propositions et à dégager sur le terrain physique, mais le terrain des réseaux sociaux, on a suffisamment de puissance pour ne pas être obsédé par la victoire. La victoire, si elle doit être là, elle sera là. Et nous y croyons fermement. Mais, Vous avez l'air totalement serein sur cet épisode final. Ben, je suis serein. Et si je n'étais pas serein, je ne serais pas parti au combat. Et nous sommes tous sereins. C'est ça le pire. C'est qu'autour de moi, je ressens beaucoup de sérénité. Donc, vous savez que ce sont des choses qui se partagent et c'est contaminant. Ouais. C'est une bonne contamination. Oui, on est serein. Oui, on sait qu'on est fort. Et les élections seront l'occasion de le démontrer, tout en respectant les autres. Moi, quand je dis que nous sommes forts, je ne veux pas dire que les autres sont faibles. À la limite, la lumière des autres, elle ne me cause pas de l'ombre. Nous sommes peut-être la plus belle équipe qui va se présenter à cette élection. Et nous avons la force de frappe, de conviction avec le projet qui n'est pas seulement couché sous papier glacé, mais qui est pensé, qui est conçu. Parce que c'est ça la différence. Alors, donnez-nous quelques illustrations. Alors, vous parlez donnez-nous quelques de illustrations. l'urgence sociale. Lorsqu'on Ouais. parle d'urgence, c'est l'urgence des inégalités sociales. Ouais. Parce qu'il y a des contradiction quand même entre un pays où il y a de plus en plus de personnes en difficulté, où la banque alimentaire est de plus en plus sollicitée, où il y a de plus en plus de personnes à la rue, isolées. Et puis un pays où l'épargne n'a jamais atteint de En tel 2020, les record. Martiniquais ont mis 1,5 milliard d'euros de côté. Vous vous rendez compte? Donc, c'est le énorme. budget. C'est plus que le budget de la CTM. C'est le budget de la CTM sur une année. Donc, là, il y a un potentiel aussi. Ouais. À les saisir, on pourra y revenir. Mais ces inégalités qui se creusent, ça ne peut pas être la vision qu'on a durablement de notre pays. Il faut réduire ces inégalités. Comment réduire ces inégalités? Il faut accentuer un certain nombre de politiques sociales. Mais une politique sociale ne signifie pas systématiquement et exclusivement une politique de distribution d'argent. C'est là que vous faites la différence, apparemment. Là encore, c'est notre marqueur de différenciation. Mais je veux dire, il y a des prix sur lesquels on peut intervenir directement. Si Par on exemple. prend le prix du bidon de gaz, qui est aujourd'hui de 28 € en Martinique. Je crois qu'il est de 23 € en Guadeloupe. Bien plus cher qu'en Guadeloupe. Il est bien plus cher qu'en Guadeloupe. 80% de ce prix est constitué de taxes qui viennent financer la CTM. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. On oublie de le dire. On oublie de le dire. Et votre proposition, c'est quoi? C'est de réduire, à la première opportunité budgétaire, de réduire la marge, les taxes de la CTM qui ont été augmentées en 2016. Vous vous rappelez? Qui ont été augmentées, oui. En 2016, on l'assume. Moi, l'aviez voté. c'était en début de mandature, Ouais. et je l'avais voté. Donc, je ne suis pas en train de criminaliser quiconque. Oui, on l'avait voté en 2016. Aujourd'hui, je considère qu'il faut revenir à un prix du bidon de gaz Plus raisonnable, on va dire. beaucoup plus raisonnable, de l'ordre de 22, 23 €. Est-ce que vous faites la même chose sur les hydrocarbures? Mais c'est la même chose pour les hydrocarbures, les produits pétroliers. Et d'une manière générale, chaque fois que la collectivité peut prendre un peu sur elle pour offrir un soulagement aux plus nécessiteux notamment, il faut qu'elle le fasse. Chaque fois qu'elle a cette marge de manœuvre, il faut qu'elle aille dans ce sens, parce que ça ne sert à rien qu'une collectivité prenne de l'argent, je n'ai pas envie de dire dépouille des malheureux, pour thésauriser. J'ai cru que vous alliez enfourcher l'un de vos chevaux de bataille, qui est de dire on ne peut pas finir une mandature avec de l'argent non dépensé. Oui, c'est vrai. Thésauriser, c'est contre-productif. Donc je me situe entre deux extrêmes.
Ouais. Et Oui. Ces deux extrêmes, on les a vécus ces dernières décennies. D'un côté, je ne nomme personne, vous Oui, avez, vous avez promis de n'attaquer personne. La philosophie de gestion, par contre, je peux avoir un constat objectif sur une philosophie de gestion. La philosophie de gestion qui consiste à dire on dépense même ce qu'on n'a pas. Et puis même si on met la collectivité en difficulté, c'est pas grave. On va aller demander, il y aura bien des banques qui vont peut-être avoir pitié de nous. Vous savez que cette philosophie est en cours de généralisation au niveau de l'État, puisqu'il y a même une formule, c'est quoi qu'il en coûte. Oui. J'ai entendu cette formule, ouais. Mais je pense que dans la bouche de celui qui dit quoi qu'il en coûte, les limites du coût sont bien fixées, bien présentes. D'ailleurs, il le démontre dans d'autres... Enfin, pour ceux qui nous écoutent, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui dit quoi qu'il en coûte. Allez-y, ouvrez votre chéquier, etc. Donc ça, c'est mais si on devait écouter et suivre Emmanuel Macron dans ces propos-là, mais quoi qu'il en coûte, la situation des hôpitaux en France même mérite beaucoup plus. Mais qu'est-ce qu'il attend? Si c'est pour améliorer la situation, donner les vrais moyens aux hôpitaux de France, je ne parle même pas de ceux des territoires dits d'outre-mer, mais quoi qu'il en coûte, mais... banco, mais allons-y, mettons les moyens. On voit que ce n'est pas le cas. Voilà, la priorité, c'est plutôt chômage partiel à l'aide aux entreprises. Donc là, vous parliez d'un extrême, et l'autre extrême, ce serait quoi? De ceux qui ont régulièrement mis en difficulté les finances, les budgets des collectivités en disant on dépense, y compris des dépenses pharaoniques. Et lorsqu'on dépense à l'excès, et notamment dans le fonctionnement, et que ce n'est pas dans l'investissement, et que ce n'est pas dans l'investissement productif, tôt ou tard, ça peut tenir sur une année, sur 2 ans. Mais sur la durée, on ne peut pas afficher un bilan négatif, on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on perçoit. Donc, ça ne peut pas tenir en termes de durabilité, en termes de crédibilité. Et de l'autre côté, l'autre extrême, c'est la philosophie de ceux qui disent je ne dépense pas, je garde, pour si en cas. Mais les en cas vini, nous pas qu'à dépenser pour autant. Je rappelle quand même que lors des dernières inondations qui ont touché sérieusement la Martinique, mais très sérieusement la Martinique, notamment le Nord et le Nord Atlantique, les propositions qui ont été faites par l'exécutif de la CTM étaient vraiment très en deçà des besoins. D'ailleurs, vous étiez battu pour les multiplier. On s'est battu et on a obtenu. Ça c'est encore un travail qui a été réussi grâce à la solidarité de tous les membres de l'Assemblée. Et en tout cas, des propositions que j'avais faites, mais qui ont suscité l'adhésion de beaucoup de membres de cette Assemblée au-delà des courants classiques. Parce que, mais s'il y a de l'argent, c'est là où dit, c'est Kourivini, mais Kourivini là pour le Nord. Le Nord, c'est la Martinique. Une des familles qui capent cailloux, qui est en difficulté. Mais c'est l'argent qui avait de côté là. C'est le moment de l'injecter, de venir au secours des gens. C'est pas là qu'il faut garder la main fermée. Et il faut garder la main ferme, mais pas fermée. Vous ne le vouliez pas. D'ailleurs, vous avez écarté le mot critique, vous avez dit analyse objective, mais au fil de l'émission, de manière systématique, vous revenez sur ce qui n'a pas été fait. Oui, mais heureusement qu'il y a des choses qui ne sont pas faites, sinon on n'aurait plus rien à faire. De toute façon, vous n'auriez pas été candidat. Je n'aurais pas été candidat, il n'y aurait plus rien à faire. Alors revenons à votre projet. Donc vous voilà, dites, entre ces deux extrêmes, il y a un juste milieu qui consiste à investir intelligemment pour que chaque euro appartenant à la Martinique soit optimisé. Alors, quelle est votre position sur ce qui fourmille, évidemment, dans les programmes et qui s'apparente à, on vient d'en parler, à des investissements massifs sur des grandes infrastructures? Est-ce que vous êtes focus sur une dorsale, vous avez entendu parler de ça, une dorsale, ça va être le mot à la mode, ça va être la tarte à la crème, la dorsale. En fait, c'est une route, peut-être une 2x2 voies, fantastique, qui part du Morne-Rouge ou du Lorrain et qui descend à Sainte-Anne. On a entendu parler de refaire carrément la route entre Ducos
et Sainte-Luce pour relever la route de Rivière-Salée pour éviter ces fameuses coupures. On a parlé de ponts, on a parlé de grandes zones économiques. En fait, tout ça, ça donne à voir de l'infrastructure. Ou alors vous êtes plutôt travail de terrain, de proximité auprès des gens. Où va votre préférence? Notre préférence, clairement, elle va vers la consolidation et la sécurisation de l'existant. S'il faut parler des travaux routiers, on n'a pas besoin aujourd'hui de partir dans des projets pharaoniques. Parce que de toute façon, et je crois être un spécialiste en économie des transports, il y a un phénomène de saturation progressive de tout axe qu'on introduit dans un schéma routier. Dès que vous faites une route, elle est embouteillée. Elle va être embouteillée aussi. Donc, il y a d'autres solutions, notamment d'utilisation du transport maritime et d'autres modes de transport pour compléter le transport routier au sein d'un schéma cohérent. Et là encore, ce sera une proposition que nous allons porter. Mais l'existant déjà mérite qu'on s'y attarde. C'est peut-être moins spectaculaire, c'est peut-être moins pharaonique, mais c'est tout aussi utile. Combien de personnes vivent à proximité d'une route qui glisse régulièrement sur leur habitation, avec de l'eau qui coule, des inondations qui se font chez les gens, des virages qui ne sont pas sécurisés, des véhicules qui pénètrent, une fois qu'on a perdu le contrôle, qui tombent chez les gens, qui risquent de mettre en péril la vie des gens. C'est ça notre priorité. Et ça, c'est aussi le développement. Ça, c'est aussi l'épanouissement. Est-ce que vous pensez que les gens... Et c'est pourquoi je dis qu'il y a peut-être un effet générationnel. Il y a des générations ont grandi dans l'idée que c'est des mètres cubes de béton. Il faut faire des rocades. Il faut faire des rocades, il faut faire des choses spectaculaires. Des TCSP. Il faut presque... injurier la nature, montrer la supériorité de l'homme qui dompte la nature, et que c'est ça le développement. Mais ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est sécuriser, c'est respecter l'environnement, mais tout en respectant les besoins humains. Et c'est faire l'alchimie entre tout ça au service du peuple. Donc, la consolidation de ce qui existe, la sécurisation de ce qui existe. Donc là, on a affaire au... Et là, on a démarché pour des années. Mais il y a d'autre part ce qui s'appelle la dette grise. La dette grise, c'est tout ce qu'on devrait dépenser pour maintenir l'infrastructure à son niveau actuel. Vous savez combien ça représente pour l'ensemble du réseau routier appartenant à la collectivité? Je ne parle même pas du réseau routier communal. Vous voulez un chiffre annuel, c'est ça? Non, ce que ça représente aujourd'hui, c'est 500 millions d'euros. Donc, on a 500 millions d'euros de retard pour maintenir le patrimoine routier de la CTM en l'état. C'est le montant du budget qu'il faudrait investir à minima pour reconstruire le réseau d'eau. Voilà encore une autre priorité. Le réseau d'eau. Et là aussi, il ne faut plus tergiverser. Vous savez, pendant longtemps, je peux comprendre, chacun voulait sa chapelle, on a multiplié les organisations. Là, une autorité unique de l'eau, autour de laquelle, avec un objectif clair, précis, refaites-moi ce réseau. Je ne veux plus, nous ne voulons plus prendre le risque de consommer, de partir d'une eau qui est filtrée et qui est saine. Et qui arrivait au robinet. Et qui arrivait au robinet n'est plus saine. Oui. Parce qu'on enlève le chlordécone au départ et on le retrouve dans les tuyaux à cause des fissures, des casses. Et vous avez compris qu'avec les impératifs en termes de santé publique, on ne doit pas rigoler. On ne peut plus continuer à dénoncer la pratique du chlordécone, cet empoisonnement, et puis quelque part à accepter que la tuyauterie en l'état actuel qui dessert notre pays Martinique soit empoisonnante. Ouais. Donc non,
C'est la priorité des priorités. On y va. Sur les bâtiments de la collectivité, simplement sur les bâtiments de la collectivité, la dette grise, c'est-à-dire ce qu'on doit faire pour le maintenir en état. Je ne parle même pas de moderniser, c'est 200 millions d'euros tout de suite. Donc autant de marchés qui doivent pouvoir bénéficier aux entreprises martiniquaises, à condition qu'elles aient à concourir à chance égale avec d'autres. En clair, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas la peine de partir dans quelque chose de fou si on maintient ce qui existe, on donne déjà du travail aux Martiniquais. On donne déjà du travail aux Martiniquais et on peut accroître, augmenter progressivement. Parce qu'il ne s'agit pas de partir, nous sommes bien conscients, on ne va pas placer la barre trop haute, tout de suite, parce que nos entreprises ne seraient pas en mesure de réagir. Ce qu'il faut, c'est arrêter le caractère cyclique, le caractère accidentel de l'activité. Vous savez, pendant des années, on n'a pas vu une grouille en Martinique. Puis, comme par hasard, ces derniers temps, il y en a qui ressortent. Mais ce n'est pas ça qu'on attend. On attend de la lisibilité. On attend que les entreprises attendent quelque part de connaître, d'anticiper les projets, les propositions pour se positionner, pour recruter, pour former des jeunes. Pensez que c'est lorsqu'on a besoin d'un coffreur, plaqueur, qu'on va au Pôle emploi, mais le Pôle emploi n'a pas formé dans ce domaine-là depuis les centres de formation n'ont pas formé les métiers en tension. Là encore, il faut de la cohérence avec les besoins à venir. Surtout que la CTM a pour l'une de ses missions la formation professionnelle. Bon, voilà, nous, ce que nous allons faire, c'est-à-dire être en corrélation permanente avec les besoins du terrain. Très bien. Alors, on attend avec impatience votre programme, que vous ne manquerez pas de nous adresser. Dernière question. Il y a de fortes chances qu'un nombre conséquent de listes soit homologué le 17. Viennent s'ajouter à ce nombre relativement important de listes une participation en fort recul. Il y a de fortes chances. Parce qu'il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent qu'en 2015, il n'y avait pas le Covid et que tout allait bien. On était au premier tour à une participation de seulement 41%. Là, on va probablement être en dessous. Ce qui fait que finalement, il y aura peut-être 4 ou 5 listes au deuxième tour. La notion d'alliance est pour vous quelque chose d'essentiel, comme elle l'a été en 2015, ou alors vous dites, moi, monsieur, j'ai soupé des alliances. Parce que, rappelons à ceux qui nous écoutent, que vous étiez contre l'alliance qui a été signée, en tout cas pas très favorable, on va dire ça comme ça. Si on vous repropose le coup de l'alliance, vous dites quoi? On verra. Là, très objectivement, ça va dépendre des résultats du Mais vous ne rejetez pas le principe. Je ne rejette pas le principe d'alliance. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui nous ont déjà dit, moi, terminé, je ne veux plus d'alliance, parce que les Martiniquais ne vont pas accepter à nouveau une alliance. Vous dites, tout est ouvert. Moi, je considère que les gens qui disent pas d'alliance, ce sont des gens qui prennent le risque de ne pas respecter leurs propos et qui comptent peut-être sur votre mémoire courte. Mais moi, je sais que vous avez la mémoire. Malheureusement. Et je vous dis que je ne peux pas m'engager sur le fait qu'il n'y ait pas d'alliance, ce serait trop facile. Non, au contraire, ça va dépendre des résultats du premier tour. Et à ce moment-là, on va analyser la situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas vendre notre âme pour gagner. Ça, c'est une ligne de conduite qu'on s'impose dès le premier tour. Très bien. On ne va pas vendre son âme. Et vous parlez déjà d'alliance de deuxième tour. Oui. Mais il y a encore, avant le dépôt des listes, des surprises. Des alliances potentielles, dès le premier tour. Voilà, dès le premier tour. Des personnalités, des mouvements politiques qui pourraient nous rejoindre, venir encore renforcer la dynamique que nous incarnons. Oui, c'est vrai que vous avez quelques prises d'excellence là, dans votre liste. Hein. Quand on voit vous avez récupéré une députée, vous avez récupéré des petits partis, mais qui ont plein de militants jeunes et dynamiques. C'est une stratégie? Ou alors
c'est votre capacité de séduction qui naturellement les fait venir. On peut dire que ceux qui se ressemblent s'attirent. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et heureusement, et je pensais que ce mouvement pouvait même aller au-delà, parce qu'il y a objectivement d'autres candidats qui s'entêtent à se présenter à ce premier tour. Je dis qu'ils s'entêtent parce qu'on a essayé de les en dissuader. Mais vous êtes pour la démocratie. Mais oui, Ouais. bien sûr, mais qui sont largement compatibles avec nos idéaux Ouais. et notre démarche. Écoutez, ils ont encore une petite semaine. Voilà, et puis non, mais même s'ils y vont, très franchement, c'est bien. La seule chose, c'est que l'extrême multiplication des listes, ça rend peu crédible l'idée de vraie alternance au premier tour. Et puis, ça peut réserver des surprises sous la forme de ce qu'a connu malheureusement Lionel Jospin en 2002, Par exemple. qui se croyait déjà qualifié, la multiplication des listes l'a plombé. Jean-Philippe Nilor, Je ne cette suis émission, pas Lionel Jospin. on ne vous souhaite Dieu pas, me préserve ce final. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, franchement, c'est toujours un plaisir, vraiment un plaisir partagé. On a le temps de parler. Je passe de bons moments et je sais que dans ce type d'émission, je peux me confier sincèrement, profondément, et j'aime cet exercice plutôt que les sprints, les interviews sprints où on a à peine le temps d'évoquer les choses. Là, on a le temps de poser les débats, de poser les réflexions. Je remercie Zouk TV d'avoir à accueillir ce type d'émission. D'ailleurs, j'ai dit 500 000 € pour Tropique Criminel. Ça aurait bien fait du bien à Zouk TV. Ah ben, ça c'est une idée, c'est une excellente idée. Et Zouk TV fait vivre aussi bon nombre de Martiniquaises et de Martiniquais. Tout à fait. Voilà. Ah ben, en tout cas, merci d'y avoir pensé. J'espère que tous les autres candidats auront la même idée. Mais venant de vous, c'est intéressant. Même si vous n'avez pas toujours été très gentil avec moi, Zouk TV, ah, ça c'est clair. Pas du tout. Mais vraiment, vous savez que nous aussi, on a changé. Oui, vous avez changé, visiblement. Ouais, je constate. On a changé. Et en bien comme moi. Alors, on passe au petit exercice de chronique de nos bouquins. Je suis tenu par mes collaborateurs de faire une pub pour nos propres productions, puisque on est les seuls à s'auto-promotionner. Le dernier Business News sur les 500 noms du pouvoir aux Antilles-Guyane, je vous rassure, vous y êtes encore à nouveau parce que vous êtes député. Rappelons que Jean-Philippe Nilor est député et pas seulement conseiller territorial. Et puis, à l'intérieur, un sondage. Alors, les gens pensent que c'est un sondage d'intention de vote. Ce n'est pas un sondage d'intention de vote puisque les questions qui sont posées touchent à la popularité, à la notoriété et puis à ce que les Martiniquais souhaitent, les personnalités qu'ils souhaitent voir exercer le pouvoir suprême. Voilà, donc ça c'est les 500 noms du pouvoir. Vous avez encore en kiosque l'historial avec l'histoire de la Caraïbe, avec des découvertes assez passionnantes. Alors je vous recommande notamment l'histoire des Japonais de Saint-Domingue, une histoire totalement inconnue mais passionnante. Et puis le people pour les nostalgiques de ce qui était le Tour des Grains. Alors concernant avec notre partenaire, la librairie antillaise, alors je rappelle que les magasins ouvrent lundi, donc vous pourrez prenez des notes et allez les voir. Alors le mai 68 des Caraïbes, Romain Cruz, qui est professeur enseignant à l'Université des Antilles, fait un bouquin fantastique qu'on a déjà chroniqué mais que je vous ai ressorti parce qu'il est d'actualité, puisqu'il y a une élection. Et je vous le recommande parce que c'est un bouquin qui rappelle les grands mouvements populaires des années 60 à 70 dans la Caraïbe, à travers l'ensemble à la fois des émeutes, des confrontations, des débats dans quasiment tous les pays de la Caraïbe. Et vous verrez qu'il n'y a pas qu'en Europe que dans les années 60, il y ait eu une réflexion globale, dans la Caraïbe également, et c'est un bouquin indispensable. Alors, je vous ai sorti du placard
le fameux La vie liquide, parce qu'on en parle régulièrement, de Zygmunt Bauman. Alors l'idée, c'est que notre société, et ça va vous passionner, Jean-Philippe Nilor, notre société va tellement vite qu'elle devient liquide. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à aller au bout des révolutions technologiques, qu'il y en a de nouvelles qui arrivent, et ça crée des situations particulièrement difficiles à appréhender par les politiques, parce que tout devient du court terme. Donc, avant que vous alliez jusqu'au bout de votre programme, ouvrez quelques pages de La vie liquide. Très bien. Et puis, comme la demande est très très forte sur les polars et les thrillers, je vous ai ressorti James Grady, les 6 jours, pardon, les 6 jours de Ryan Gatiss. Alors ça, rappelez-vous, tout le monde avait été focus sur ça du 29 avril au 4 mai 1992. C'est l'acquittement des policiers coupables d'avoir passé à tabac Rodney King à Los Angeles, qui a mis le feu. Alors c'est totalement d'actualité, puisque il ne se passe pas une semaine sans qu'un noir soit abattu par les polices des villes américaines. Relisez ça ou lisez ça, vous verrez que ça a complètement changé l'attitude des Noirs vis-à-vis de l'establishment WASP, les White Anglo-Saxon Protestantes américains, et ça a donné les mouvements, notamment le Black Lives Matter. Et puis les derniers jours du Condor. Alors il y a quelques nostalgiques qui adorent les 3 jours du Condor, dont vous probablement, ou qui ont vu le film. Il y a une suite. Alors tout le monde se demandait s'il y avait une suite. Il y a une suite et une fin. Les derniers jours du Condor de James Grady. Donc ça, c'est pour vraiment les aficionados des thrillers et des romans d'espionnage. Voilà. Alors je les garde régulièrement chaque semaine. Jean-Philippe Nilor, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis je ne vous dis pas à bientôt, puisque vous êtes le bienvenu et vous êtes un abonné de notre émission. À très bientôt. Merci surtout à tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'au bout. Merci. Et ils sont très nombreux, notamment puisque là nous sommes en Facebook Live. Merci beaucoup de votre attention, à la semaine prochaine et puis merci de votre soutien.